Risques technologiques. Quel niveau de prise de conscience chez les industriels, les élus et le public? Vaste sujet qui a ses particularités franco-françaises. Depuis la catastrophe d'AZF, beaucoup de rapports ont été produits, un certain nombre soulignant les déficiences françaises dans le domaine de la culture et de la gestion des risques. Des avancées législatives ont été faites depuis, la plus récente, qui d'ailleurs va tout à fait dans le bon sens, fournissant un embryon d'approche probabiliste de classement des risques, donc quelque chose qui se raccroche très bien avec nos normes. Du point de vue des politiques, le sujet du risque industriel reste au pire tabou, au mieux un domaine risqué. Ceci provient du manque de culture de nos concitoyens dans le domaine de la maîtrise et de la gestion des risques industriels, issus d'une culture très déterministe où l'on pensait que l'État était capable de faire tout ce qu'il pouvait pour réduire les risques industriels à néant et protéger ainsi la population. Risques technologiques. Quelles actions pour une adéquation entre réalité, perception et moyens? Nous abordons donc un plan plus technique maintenant. Ce plan se heurte à la rareté des compétences techniques sur le marché. Ingénieurs, techniciens, savoir-faire, méthode. Pourtant, à la suite de grandes catastrophes, comme AZF, mais surtout le tunnel du Mont Blanc en l'occurrence, on aurait pu s'attendre à un sursaut. En fait, il n'en est rien. On voit aujourd'hui des projets de tunnels dans des très grandes agglomérations françaises qui sont lancés avec des cahiers des charges dont on ne sait si on doit en rire ou en pleurer. L'évolution des mentalités face à la sécurité, notamment chez les ingénieurs et les techniciens, pour ce qui nous intéresse, ne peut se faire que dans le temps, à travers la formation, et ce, dès le plus jeune âge. Ça implique par exemple des visites de scolaires sur des sites industriels, afin que la population et les futurs techniciens et ingénieurs soient familiarisés à ce qu'est un site et ce qu'est un risque dans un contexte opérationnel normal. Que les gens puissent être confrontés à la réalité et à l'efficacité des mesures de réduction de risque, puisqu'on ne peut nier qu'elles existent et qu'elles sont efficaces. Le risque n'est pas quelque chose de systématiquement négatif. Le rôle des médias, dans ce cadre, est tout à fait fondamental. Et on ne peut que remarquer son retard ou sa frilosité. On ne sait si c'est parce que le sujet n'est pas porteur ou si c'est parce qu'il y a un manque de journalistes compétents dans ces domaines qui permettrait d'expliquer, d'exposer nettement plus la réalité du fait industriel à la population. Vous êtes membre du comité de la norme CEI 61511 qui est en cours de révision. Quels sont les thèmes majeurs des travaux en cours au sein du comité? Les thèmes du comité sont en fait ceux que chacun de ses membres apporte pour être discutés en commun. Pour ce qui me concerne, j'en pousse deux principaux. Le premier est le durcissement des prescriptions normatives dans le domaine des développements des logiciels d'application sur les systèmes informatisés de sécurité. La norme telle qu'elle est aujourd'hui pourrait suffire. Le niveau de maturité des acteurs est en effet insuffisant. Ils ne comprennent pas toujours la nature profonde des exigences de la norme et ils comprennent encore moins les raisons pour lesquelles ces exigences doivent être absolument satisfaites, c'est-à-dire quels résultats elles vont apporter en termes d'amélioration de la sécurité. C'est pour ça qu'il est important de durcir la norme du point de vue des exigences dans le domaine des logiciels. Le deuxième point concerne ce que l'on appelle la SFF, la Safe Failure Fraction. Il s'agit en fait d'exigences sur les architectures, de contraintes sur les architectures. Ces contraintes sur les architectures viennent tout à fait normalement pour un ingénieur qui fait de la sûreté de fonctionnement. C'est quelque chose de naturel en fonction des besoins, en fonction des caractéristiques des systèmes. Il est donc inutile de les imposer. Mais il faut aussi prendre en compte tous les cas où ces prescriptions sont totalement inapplicables.
du fait de la structure des risques, du fait de la structure des systèmes ou des procédés sur lesquels nous travaillons. Et dans ce cas-là, cela discrédite complètement la norme. Je milite donc, si on peut dire, pour la suppression de la SFF dans la prochaine révision de l'IEC 61511. Quelles améliorations ou facilités voyez-vous en résulter pour les industriels ? Encore une fois, la sécurité n'est pas un domaine facile. Et je ne vois pas en quoi une norme pourrait faciliter un travail, surtout dans un domaine où les gens n'appliquent déjà pas les règles de l'art. C'est tout au plus un rappel du travail qui devrait être fait, avec, il est vrai, une petite assistance méthodologique, qui reste, Dieu merci, relativement ouverte, c'est-à-dire qu'on a plusieurs façons de travailler, mais en aucun cas, cela est un facilitateur. La question tendrait à penser qu'il pourrait y avoir une facilité dans la sécurité. Cela ne sera jamais le cas. Une usine dangereuse sera de toute façon toujours beaucoup plus facile à concevoir qu'une usine sûre. Quelle incitation existe-t-il pour inviter les industriels à se pencher sur la norme CEI 61511 ? Indépendamment de son aspect qui est à la limite du réglementaire, puisque c'est la seule norme mondiale sur le sujet, même si elle reste d'adoption volontaire. Cette norme et toute la démarche qu'elle induit va permettre à l'industriel, primo, de connaître le niveau de sécurité de son site. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de projet futur, mais on parle déjà d'un site existant. Le simple fait de l'analyser à travers cette norme va permettre de connaître le niveau de sécurité présent sur le site. Cela va ensuite permettre à l'industriel de maintenir ce niveau dans le temps, puisque l'essentiel n'est pas de l'atteindre un jour et de le voir se dégrader, mais de le maintenir sur toute la durée de vie du site et de son exploitation. Et troisièmement, et c'est probablement le plus important, car cela a aussi un intérêt économique, cela va permettre de construire des compétences, des savoir-faire et des méthodes qui vont rejaillir en dehors du domaine de la sécurité sur toute l'ingénierie des systèmes, en particulier des systèmes de contrôle-commande. Cela va permettre, si vous voulez, d'atteindre plus facilement le bien faire du premier coup. Quel est votre message personnel ? Se former aux normes est insuffisant. Les normes ne sont que le reflet, à un moment donné, d'un état de l'art. Ce qui est important et qui nous concerne réellement, c'est la sûreté de fonctionnement, la modélisation des systèmes importants pour la sécurité ou des systèmes critiques. Systèmes qui sont de plus en plus complexes car de plus en plus informatisés. Ces domaines ne sont pas réservés à l'aéronautique, au ferroviaire, au militaire. Ils sont transverses à tous les types d'industries. Et il est donc important de poursuivre sans cesse la formation des ingénieurs et des techniciens dans ce domaine de la sûreté de fonctionnement qui va permettre à l'industriel d'avoir en même temps, bien que cela ressemble un peu au beurre et à l'argent du beurre, la sécurité et la productivité.